Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Apprendre un savoir-faire, mais également un savoir-être. C'est la mission des Compagnons du Devoir qui accueillent des jeunes dès 15 ans. Pourquoi ces jeunes choisissent-ils cette voie et comment ça se passe? Eh bien, on en parle avec notre invité dès le début de l'émission. Dans le Grand JT de l'éducation, on vous fera aussi découvrir l'atelier L'Arlequin, un grand centre d'art vivant. Sa directrice sera avec nous. Enfin, nous remonterons le temps avec Loïc Landreau. Si vous pensiez que c'était Charlemagne qui avait eu cette idée folle un jour d'inventer l'école, eh bien vous allez voir que la réalité est tout autre. Allez, tout de suite, c'est l'actu en bref et c'est avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie. Alors, soulagement dans les cours de récréation ce lundi, puisque les élèves de la zone B ne portent plus le masque. Ils étaient les premiers à reprendre le chemin de l'école après les vacances de février et les premiers à découvrir ce nouveau protocole allégé. Depuis ce lundi à Rouen, Marseille, Lille ou encore Strasbourg, les enfants peuvent désormais faire tomber le masque en extérieur. Les élèves cas contact n'ont désormais plus qu'un seul test PCR ou antigénique à fournir à J+2. Et puis c'est également la fin des attestations sur l'honneur pour Éric Briquet-Campin, directeur d'école à Toulon. Joint par France Info, il était temps. Quelque chose qui était très compliqué à gérer. Les semaines précédant les vacances, je crois qu'il n'y a pas eu une matinée sans que j'ai passé peut-être... Je ne saurais vous dire combien de coups de téléphone à des familles d'élèves qui arrivaient sans leur attestation. C'était quelque chose de très lourd à gérer. Et j'imagine également un soulagement du côté des syndicats. Oui, même si pour Christelle Caron, présidente de la FCPE de Moselle, ce nouveau protocole doit aller encore plus loin et prendre en compte également les retards dans les programmes. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'on reprenne un peu une scolarité, on va dire, sans trou, parce que c'est ce qui a beaucoup coûté entre les vacances de Noël et celles d'hiver. Le nombre de classes fermées a augmenté, le nombre d'élèves en isolement a augmenté, donc ça crée beaucoup de trous dans la scolarité. Donc, et c'est ce qu'on peut regretter d'ailleurs, c'est que ce protocole, finalement, ne prenne en compte que les mesures telles que le masque qui disparaît pour les élémentaires au moment de la récréation et les tests et les attestations, et qu'on n'ait pas pris assez en compte la continuité pédagogique parce que quand même il y a un retard qui a été accumulé pour pas mal d'élèves. Et puis on apprend qu'en France, selon une étude, que durant les 35 dernières années, les élèves ont gagné 2 années d'études, c'est-à-dire années d'études en plus. Supplémentaires, oui. C'est une étude de l'ADEP, le service de statistique du ministère de l'Éducation nationale, qui indique qu'en 1985, un élève pouvait espérer étudier pendant 16,9 années. Fin 2020, ce chiffre est passé à 18,6, soit près de 2 années d'études supplémentaires en 35 ans. Un résultat qui s'explique par un accès plus fréquent au baccalauréat et à l'enseignement supérieur. Alors Mickaël, on a beaucoup parlé des maths ces dernières semaines. Ce lundi, des chercheurs appellent à sauver une autre matière également délaissée depuis la réforme du bac. Et il s'agit des SVT, les sciences de la vie et de la terre. Virginie, vous étiez forte en SVT ? Pas mal. Pas mal. Le ministère de l'Éducation nationale, vous savez, a lancé vendredi une concertation sur l'enseignement des maths au lycée. Plusieurs chercheurs demandent à ce que cette réflexion se porte sur les matières scientifiques dans leur globalité et pas uniquement sur les maths. Écoutez, Marc-André Sellos, il est biologiste et était interrogé au micro de France Inter. Ce que nous pensons, nous, c'est qu'il faut penser interdisciplinarité, il faut penser plus globalement aux sciences et plus globalement à leur articulation avec les autres disciplines. Et nous pensons que c'est un angle extrêmement étroit que de se préoccuper uniquement des mathématiques. Regardez, certains disent qu'il y a le feu à la maison, regardez les crises sanitaires, les crises environnementales, les défis que les consommateurs finalement affrontent quand ils vont acheter leurs courses, ou quand ils achètent une armoire en bois, d'où vient-elle, qui a-t-elle fait souffrir, quel écosystème a été abîmé. Dans cette perspective, nous avons besoin de sciences en général. Les biologistes qui ont, semble-t-il, été entendus, les SVT seront finalement représentés dans la concertation avec le ministre Jean-Michel Blanquer. Alors ce lundi, sur Europe 1, une psychologue a tenté de répondre à une question. Aimons-nous tous nos enfants de la même façon? Nos enfants nous ont tous déjà posé cette question. Papa, c'est qui ton préféré? Alors évidemment, on a tous a priori répondu la même chose, mais je n'ai pas de préféré, je vous aime pareil mes chéris. Alors est-ce vraiment le cas? Écoutez, Isabelle Pialot, oui, elle est psychologue et était l'invitée de l'émission Bien fait pour vous sur Europe 1. On écoute.
A priori, si on s'est développé normalement, on aime nos enfants avec la même quantité d'amour. Par contre, on n'a pas la même relation avec eux. Donc, on a des affinités, des centres d'intérêt, une relation avec laquelle ça va être plus douce peut-être avec certains enfants que d'autres. Il y en a qui sont plus fluides, d'autres où ils vont venir nous chercher, nous confronter sur nos failles, etc. Donc, c'est cette relation-là qui va donner le ton, et les frères et sœurs vont dire « Ouais, mais tu vois, je vois bien que tu le préfères, mais simplement la relation est plus simple ». Et c'est ça qu'on n'assume pas. On n'assume pas de se dire « Avec toi, c'est simple et doux, et avec toi, j'en baffe tous les jours ». J'en profite pour saluer mes camarades Mélanie Gomez et Julia Vinali qui donc font l'émission sur Europe 1, bien fait pour vous. Merci Mickaël. Merci tout de suite, on s'intéresse aux compagnons du devoir. Ils proposent dès 15 ans de former des jeunes à plusieurs métiers suivant les traditions du compagnonnage. Alors quelles sont-elles et comment ça se passe? On en parle tout de suite. Anatole Veil, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui, très bien. Oui, Anatole, merci d'être avec nous, on est ravis. Mercredi sort en salle le film Compagnon de François Favra avec Naja Ben Saïd, Agnès Jaoui, Pio Marmaille. Et c'est l'occasion pour nous de revenir ensemble justement sur une organisation d'entraide et de formation entre artisans indépendants. En tout cas, c'est comme ça, et itinérants surtout. C'est comme ça que je l'ai lu et on va pouvoir l'expliquer. Je l'ai lu sur le site. Les Compagnons du Devoir et du Tour de France. Tellement d'informations, ne serait-ce que dans cette information-là, dans ce titre-là. Et j'aimerais qu'on décortique ensemble. Compagnons du Devoir et du Tour de France. Compagnons déjà, c'est quoi? C'est vraiment, en gros, une confrérie d'entraide? Oui, tout à fait. C'est dans un sens, c'est une communauté. Dans le mot compagnon, il y a, qui partage le pain. Et si vous voulez, c'est ce qui fait écho à notre manière de vivre, non pas que seulement de travailler. Mais on est dans effectivement une fraternité où on va s'entraider. Ouais. Et du devoir, parce que finalement, c'est aussi à la fois le côté entraide, mais le devoir de le faire. Je sais que j'ai lu qu'initialement, historiquement, les compagnons partaient au XVIIe ou XVIIIe siècle, et à chaque fois qu'ils arrivaient dans une ville, l'un et l'autre, en signe de reconnaissance, se devaient effectivement d'entraider l'autre, de lui apporter bien de quoi se nourrir et peut-être se loger pendant 24 heures. Est-ce que c'est toujours aussi ce sentiment de devoir qui existe aujourd'hui en 2022 entre compagnons? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'après, derrière le mot devoir, chacun en tirera une interprétation certainement différente. Mais pour résumer, ça englobe tout ce qui va être une conscience à la fois professionnelle et une conscience des autres. Et effectivement, l'entraide, comme tu disais juste avant, est une des vertus fondamentales et qu'on cultive au jour le jour normalement. Alors racontez-moi votre parcours, parce qu'au départ, vous êtes dans la filière classique, générale, c'est ça? Vous faites un bac S, je crois avoir lu que vous voulez devenir médecin au départ? Alors pas forcément médecin, mais oui, j'étais en bac scientifique et j'étais assez attiré par tout ce qui était sciences du médical, sciences de la vie, qu'on appelle communément la SVT, au collège et au lycée. Et suite au choix qu'on doit faire quand on passe le bac pour la suite, c'est vrai que je me posais la question de continuer dans ce type de filière, ou parce que j'avais déjà un attrait sur le travail du cuir, de commencer un apprentissage dans un métier artisanal. D'accord, mais le travail de cuir, c'est venu comment? C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez dans votre entourage quelqu'un qui travaillait le cuir déjà? Pas tellement, non, mais c'est vrai que j'avais toujours été bricoleur et on est assez bricoleur dans la famille. Et j'avais commencé, alors je ne saurais plus vous dire comment, mais à faire des petites choses en cuir assez insignifiantes aujourd'hui. Mais... C'est-à-dire insignifiant, c'est jamais insignifiant de toute façon un travail artisanal. Non, mais c'était simplement à la base des bourses, des petits portefeuilles, des petites choses pas très professionnelles, on va dire. Et aujourd'hui, donc, ce sont vraiment un métier les souliers, les bottes, les talons. C'est ça, c'est-à-dire que j'ai fait un apprentissage de cordonnier bottier en alternance sur Paris, donc dans une cordonnerie, et j'avais les cours au centre de formation de Pantin, chez les compagnons. Et après, j'ai fait 3 années d'orthopédie sur le Tour de France, donc de la fabrication de chaussures orthopédiques. Alors attendez, pour ceux qui nous regardent, c'est important de comprendre que le Tour de France, c'est pas le Tour de France à vélo, ça n'a rien à voir. Le Tour de France s'appelle les compagnons du devoir et du Tour de France, parce qu'effectivement, c'est aussi la force du compagnonnage, c'est d'être itinérant, c'est-à-dire qu'on propose un Tour de France. Racontez-nous. Alors si vous voulez, pour résumer un petit peu, ça fait partie de la manière de transmettre les compagnons du devoir, qui est forcément par une formation professionnelle, mais aussi par la communauté. C'est-à-dire que les itinérants habitent tous dans des maisons de compagnons, et par le voyage, ce qui est le principe de changer, alors selon les métiers, 1 à 2 fois par an de ville,
pour accumuler les expertises, on va dire les expériences dans différentes entreprises, ce qui permet à la fin du cursus d'avoir accumulé à la fois plusieurs manières de travailler, mais surtout une grande polyvalence, si on veut. Mais pourquoi avoir été attiré par les compagnons du devoir et pas par une filière professionnelle, autre? Comment vous avez pensé à ça? Alors, pour mon cas, c'est un peu... Ça sera peut-être pas représentatif, je pense, parce que les compagnons du devoir sont quasiment uniquement les seuls à former sur le CAP de cordonnier bottier. Aujourd'hui, ça a un peu changé, mais à l'époque, il y avait quasiment qu'eux. Et puis, on me les avait conseillés. Je connaissais un petit peu le compagnonnage juste par réputation. Et c'est pour ça que j'avais poussé la porte à l'époque. Et alors, qui attire-t-il autre que vous? C'est-à-dire qu'à quel âge on pense aux compagnons? Je crois que c'est à partir de 15 ans, il me semble. C'est autour de 15 ans pour les premiers qui peuvent entrer, oui. C'est ça. Et quels sont les jeunes qui sont autour de vous et qui vous rejoignent? Ça vient de partout, en fait. C'est-à-dire que chacun a un parcours différent. On ne peut pas faire de généralité. On peut à la fois être, avoir 15 ans et avoir juste envie d'apprendre un métier, en l'occurrence le vôtre, celui de cordonnier, ou aussi vous rejoindre un peu plus tard, après le bac ou même après les études? Oui, tout à fait. Il y a pas mal de personnes qui nous rejoignent après même 2-3 années de fac, voire même plus tard. Après, là, c'est un autre sujet, mais sur des formations adultes, donc qui ont déjà fait leur vie pour la plupart. Mais oui, il y a tous les profils et on peut entrer chez les compagnons après différentes étapes, que ce soit après le brevet, que ce soit après le bac, après des années de fac ou autre chose. Mais il faut avoir en dessous de 25 ans, ce que je crois. C'est ça? Alors, c'est à peu près ça, et c'est pour ça qu'après, on fait la frontière avec la formation adulte. Et vous nous disiez que les compagnons étaient les seuls à proposer cette formation de cordonnier bottier. Est-ce que, parce que finalement les compagnons, ce n'est pas seulement une formation, c'est aussi une philosophie de vie, d'après ce que j'ai pu comprendre. Est-ce que ça ne vous a pas rebuté au début? Est-ce que ça ne vous a pas fait peur? Ouais, j'en avais peut-être pas conscience totalement à l'époque, mais non, ça peut être étonnant les premiers jours, peut-être les premières semaines, parce qu'il y a des manières qu'on peut parfois penser un petit peu arriérées, mais en fait, on cultive une éducation que je pense aujourd'hui, il devrait y avoir un peu dans chaque famille, et ça fait pas de mal à certains qui n'ont pas forcément eu ces jalons-là à l'époque, de les découvrir chez nous. C'est quoi les pensées arriérées dont vous parlez? Non, arriéré, c'était peut-être pas le bon mot, mais si vous voulez, c'est assez traditionnel. C'est des règles de bonne conduite et de respect envers autrui qui, à mon sens, se perdent parfois dans la vie de tous les jours et chez certains jeunes, pas la plupart. Mais... Alors, les règles, je vais vous les dire, puisque je les ai notées, j'ai tout regardé sur tous les sites et sur les interviews. Ouais. Rigueur, passion, sens de l'écoute, curiosité, solidarité, précision. Est-ce que ça vous parle? Ah oui, après, il y en a beaucoup d'autres, mais oui. Ça, quels sont les autres? Il y en a d'autres que je n'ai pas notés, alors, qui vous rebutent davantage? Moi, il n'y a rien qui me rebute, mais si vous voulez, il faut faire la différence entre ce que nous, on appelle nos vertus, qui sont au nombre de 7, et qu'on cultive ouvertement, on va dire, et toutes celles qu'on peut rattacher qui n'en font pas partie et qui en sont proches, ou qui sont propres à chacun, après. Les 7 vertus donc, je viens de citer, précision, solidarité, rigueur, patience, sens de l'écoute, j'en ai pas oublié l'autre, curiosité. Pour moi, c'est pas celle-là. Mais... Ah, dites-moi alors, justement, ça m'intéresse. Alors, si vous voulez, les vertus de chez les compagnons qu'on apprend au fur et à mesure du parcours, on va dire, sont dans l'ordre, si on veut en donner un, fidélité, honnêteté, fraternité, courage, générosité, discipline et patience. Ah oui, c'est presque religieux, non? On ne veut pas que ça le soit parce que ça n'a pas de rapport avec la religion. Ça a eu un rapport, je crois, les compagnons du devoir avec la religion pendant des années, et en fait maintenant c'est devenu laïque. Si vous voulez, ça a eu un rapport dans le sens où tout le monde avait un rapport à la religion il y a plusieurs centaines d'années. Et à l'époque où ça a commencé à émerger, où ça s'est structuré, nombre des personnes qui ont contribué à ça s'appuyaient sur la religion parce qu'en fait c'est ce qu'ils connaissaient simplement. Et puis vous parlez de fidélité. La fidélité, c'est vrai que ça implique, c'est un mot très fort quand même, ça implique que vous vous sentez sur un chemin presque à vie avec les compagnons? Aujourd'hui, moi je fais plus partie, on va dire, de l'association ni en tant que salarié ni en tant qu'itinérant, je suis à mon compte. Mais oui, je me suis senti fidèle quand vous m'avez appelé pour participer à cet entretien.
Quand je vous pose 10 000 questions, hein, mais parce qu'on ne connaît pas tous, hein, si vous voulez, ce système de compagnon de devoir. Donc, on a besoin de bien comprendre le système et on comprend le système d'entraide qui a l'air absolument formidable. Quand on apprend, quand on fait une formation donc, et que vous intégrez les compagnons de devoir, vous pouvez faire une alternance en entreprise, c'est ça, pour bien comprendre le système? Alors, ouais, pour la plupart des formations au début d'apprentissage, ce qu'on appelle les formations initiales, que ce soit sur du CAP ou éventuellement sur des bacs pro ou d'autres types de diplômes dans certains métiers, mais que je ne connais pas vraiment, on a une alternance classique qui est de 6 semaines d'entreprise et de 2 semaines au centre de formation. Donc pendant 2 ans ou 1 an parfois sur certains profils ou 3 ans sur d'autres. Mais bon, en règle générale, c'est sur 2 ans. D'accord. Et du coup, vous avez des entreprises qui sont partenaires, en fait, avec qui les compagnons ont l'habitude de faire des échanges? Alors oui, j'irai peut-être pas jusqu'à partenaire parce qu'il n'y a rien qui nous lie à elles et inversement, mais c'est des entreprises dont les employeurs ont l'habitude de faire appel à nous pour pouvoir accueillir un apprenti et avec qui on travaille régulièrement, mais ça ne veut pas dire que d'une année sur l'autre, elle reprendra forcément. Et cette communauté, vous vous retrouvez assez fréquemment pour justement discuter, échanger, faire la fête, mais en tout cas partager? Oui. Vous pouvez compter les uns sur les autres, en fait. On peut compter les uns sur les autres, surtout que lorsqu'on habite en maison de compagnon, on vit quand même avec jusqu'à une centaine de personnes de 10, 15, 30 métiers différents. Et le soir, on se retrouve tous à table et on peut discuter de nos expériences de la journée. Et c'est ça qui est super enrichissant de pouvoir dîner, discuter avec à sa droite un boulanger, à sa gauche un charpentier, et puis un plombier en face, quoi. Parce que vous auriez été en fac, effectivement, vous n'auriez pas eu ce rapport-là, peut-être, justement, avec les autres élèves. Il aurait peut-être été différent, ouais. Le nombre de métiers, en fait, vous savez à peu près à combien ça correspond dans le compagnonnage? Le nombre de métiers possibles? Alors, chez les compagnons du devoir, on approche une trentaine si on ne les a pas eus, parce que c'est en constante évolution, donc tous les 2-3 ans, il y en a 1 ou 2 qui se rajoutent, mais on a une trentaine là. Mais j'ai lu que 4 grandes filières, en fait, on peut parler des métiers du goût, donc tout ce qui touche effectivement au goût. Les boulangers, les pâtissiers, ouais. Les fromagers. D'accord, les métiers de la technologie de l'industrie. Oui. Donc j'imagine que là, ça peut être l'industrie, par exemple. Je dirais là, le premier qui me vient en tête, c'est les électrotechniciens. Ouais. C'est des personnes qui travaillaient sur des machines en industrie, les programmer, les calibrer. Dans le bâtiment, l'aménagement, des peintres, des carreleurs, charpentiers. Des maçons, des charpentiers, des couvreurs, quasiment tous les métiers du bâtiment. Ouais. Et j'ai vu matériaux souples. Ça veut dire, on parle de quoi? De couturier, par exemple, de styliste, de quoi? Mais non, alors si vous voulez, les 4 grandes branches qu'il va y avoir dans les métiers des matériaux souples, c'est alors cordonnier bottier, c'est mon métier, avec la sous-partie qui est la peau de orthèse, donc la fabrication de chaussures orthopédiques. On va avoir les selliers, on va avoir les tapissiers à la fois en siège et en décor, et on va avoir les maroquiniers. Donc c'est des produits qui sont parfois en cuir, parfois en tissu, si on parle des 4 métiers. Mais oui, il y a toujours un petit peu de couture dans l'histoire. Ok. Juste, quand je parlais tout à l'heure de fidélité, je voudrais revenir sur un point parce que mon lien avec la religion n'était pas un lien pour pouvoir évoquer ça et faire l'assimilation, mais juste dans le sens où il y a quand même des rites très précis, et notamment le rite d'adoption et le rite de réception. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Alors, c'est des cérémonies de passage qui sont des moments intimes, on va dire, entre les grands frères de la grande famille et des compagnons et les petits frères qu'on introduit, si vous voulez. Et donc, c'est une cérémonie joyeuse de passage où, tout simplement, le jeune, on va pouvoir lui inculquer certains principes, certaines valeurs, dont on parlait tout à l'heure, par exemple, avec une manière qui nous est propre, et voilà. Vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez compagnon à vie. Oui. Quels sont les devoirs qui vous lient aujourd'hui, finalement, avec les compagnons? Alors, est-ce que vous avez des obligations, par exemple? C'est des obligations morales, si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que ce qu'on appelle un ancien, un sédentaire, je me dois d'accompagner les jeunes qui sont un petit peu dans mon giron, c'est-à-dire qui sont éventuellement dans la ville où je suis implanté pour l'année.
jeunes qui sont dans le coin, et c'est-à-dire que j'ai l'obligation morale de les suivre, de les accompagner, de les aider à se perfectionner dans le métier, et après, en tant qu'employeur, éventuellement de pouvoir en embaucher un le jour où j'en ai besoin, ou prendre un apprenti chez les compagnies, par exemple. Et l'obligation de participer aux cérémonies dont parlait Virginie, par exemple ? Normalement, oui, dans la mesure du possible. Oui, puisqu'en fait, c'est des cérémonies qui vous permettent de devenir compagnon. Donc, de toute façon, vous n'avez pas le choix, j'imagine. Ça fait partie de notre manière de transmettre, en fait. Oui. Merci Anatole Veil d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre des Compagnons du Devoir et vous êtes aujourd'hui cordonnier bottier. C'était passionnant justement de pouvoir mieux découvrir ce métier-là. Restez avec nous dans un instant. On sera avec la directrice de l'atelier Harlequin, qui est un grand centre d'art vivant. À tout de suite. En plateau, des profs, des élus, des parents et bien évidemment des élèves. Vous avez la parole. Chaque jour dans le MAG, je compte sur vous. En compagnie de spécialistes et d'invités, je vous propose de découvrir ces technologies qui font bouger le monde de l'éducation. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT de l'éducation. Tout au long de l'émission, on échange sur la mode, la culture, la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires. Nos chroniqueurs et moi-même, nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur ses souvenirs en tant qu'élève. Elle partagera ses anecdotes et sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. À bientôt sur School TV. De retour sur le plateau du Grand JT, nous sommes avec Bérénice Barré. Bonjour Bérénice. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de l'atelier Harlequin. C'est une école d'art vivant. Alors il y a du théâtre, ça c'est sûr, de la danse. De la danse, du chant, du cinéma, de la comédie musicale, de la musique, du stand-up, de l'éloquence. Il y a tout. L'art dramatique, du hip-hop. Du hip-hop, bien sûr. C'est vrai, il y a du hip-hop. Il y a surtout du hip-hop. Donc je peux venir prendre des cours. Si vous voulez. J'en rêve. Je crois que je serai incapable, mais j'en rêve. Merci je veux beaucoup. Voir ça. Oui, voilà, c'est ça. Vous viendrez aussi, Mickaël. Promis. Vous êtes dans le 92, à Neuilly-sur-Seine. À Neuilly-sur-Seine, exactement. Et vous faites aussi, vous formez au stand-up. Oui. Alors racontez-nous ce que c'est le stand-up, parce que certains connaissent, mais pas tous. Le stand-up, c'est être seul en scène. Et c'est apprendre à convaincre, à faire rire et à émouvoir. Voilà. Mais alors à convaincre, ça veut dire qu'en fait, c'est pas uniquement pour le métier de comédien, ça peut être aussi pour n'importe quelle personne qui a envie de convaincre une assemblée, par exemple un dirigeant d'entreprise pour ses salariés. Bien sûr, exactement. Vous faites ce genre de coaching, de formation? On fait aussi ça, tout à fait, bien sûr. Ah oui, donc en fait, tous les âges. C'est tous les âges, c'est possible pour tout le monde. Les enfants, les ados, les adultes. Quelle est votre formation, Bérénice? Vous êtes comédienne? Oui, moi j'ai un parcours d'actrice. Vous saviez déjà très jeune que vous vouliez devenir actrice? J'ai toujours fait du théâtre. Il se trouve que l'atelier Harlequin, c'est une école de famille puisque c'est ma mère qui l'a créée. Et donc j'ai repris cette école après être passée donc évidemment par un parcours d'actrice et une formation de droit. Et toute petite, vous jouiez déjà en fait grâce à votre maman. En fait, j'ai eu la chance très très jeune d'être
choisi pour une pièce de théâtre qui a bien marché, voilà, assez jeune, qui s'appelle La double inconstance, qui est un classique, mais c'est vrai qu'on a joué à côté de Brialy, etc. À l'époque. Et j'aime bien le etc. C'est jeté comme ça. Très grands acteurs. Oui, non, bien sûr. On a été accompagnés par Isabelle Huppert, par Fabrice Luchini, etc., qui nous ont soutenus dans cette aventure. Et en fait, assez rapidement, j'ai eu envie de transmettre. Et le métier d'actrice, finalement, me plaisait, évidemment, mais j'avais plus envie de transmettre, de mettre en scène, de diriger. Et voilà. Et du coup, c'est arrivé assez comme une évidence de reprendre cette école. L'école de votre maman. Ouais, mais du coup, c'est-à-dire qu'en fait, à la fois, vous jouiez et vous vous rendiez compte que, en fait, aux côtés des acteurs, des comédiens qui étaient avec vous, finalement, vous essayez un peu de les aider, un peu de les coacher. Enfin, comment s'est passé, s'est opéré ce changement ? Je pense que j'ai eu la chance, en fait, assez jeune aussi, de donner des cours dans cette structure. Et voilà, grâce effectivement à cette école qui existe depuis longtemps. Et en fait, je m'apercevais que j'avais la transmission, le fait de partager, de monter des projets était plus vibrant que celui d'interprète. Alors, quelles sont les méthodes, justement, d'apprentissage à l'actorat, on appelle ça comme ça, au métier de devenir acteur ? Je crois que ça se saurait s'il y avait une méthode en particulier. Déjà, c'est apprendre à s'amuser à jouer avec ses émotions. Ça, c'est hyper intéressant, de les identifier. Et puis ensuite, de les mettre au service d'un personnage, de développer sa créativité, d'apprendre à s'adapter. À un environnement, à un contexte, selon plein de situations. Vous avez fait ça, vous avez pris des cours de comédie, vous, Mickaël ? Je fais beaucoup de théâtre quand j'étais petit, ouais. J'ai fait partie d'une compagnie de théâtre. Laquelle ? Qui s'appelait la compagnie des Sales Gosses. Ah, c'est vrai ? Ouais, absolument. J'aime bien parce qu'ils se reconnaissent d'un coup entre eux. Moi aussi, j'ai fait partie d'une compagnie, je veux dire, à un moment. Et du coup, vous aviez, tout d'un coup, vous arriviez à libérer ces émotions petit, vous ? Ah oui, petit, ouais. C'est maintenant que finalement vous êtes dit non, c'est carré. Mais oui, non, mais c'est vrai que ça ouvre à plein de choses, le théâtre et la comédie. Ouais, bien sûr. Et à partir de quel âge est-ce qu'on peut rejoindre votre école ? À partir de 4 ans. À partir de 4 ans. Oui. Donc vous intervenez dans les écoles ou ce sont les élèves ou les enfants qui viennent directement chez vous ? Les deux. Parce qu'en fait, on a la chance d'avoir une structure, évidemment, dans laquelle les élèves peuvent venir quand ils veulent. Et on a des partenariats avec l'Éducation nationale. Donc on intervient aussi avec certains collèges, notamment dans Paris et à Neuilly. Arlequin, ça vient d'où le nom ? Votre maman vous a dit ou pas ? J'imagine la Commedia dell'arte. Oui, tout simplement, c'est pouvoir retrouver les figures importantes du théâtre. Exactement. Donc pour un élève, un enfant de 4 ans comme un enfant de 17, oui. Ou même d'ailleurs un adulte de 45, finalement, il y a une représentation à la fin de l'année ou pas ? Oui, maintenant, oui, depuis quelques mois. Ça y est, on respire, on revit. Depuis quelques jours. 2 semaines, même pas 2 jours, oui. Oui, bien sûr, il y a une représentation à la fin de l'année. Oui, dans un théâtre ou dans notre école, ça dépend, mais c'est important. Et qui vient chez vous enseigner ? Ce sont des copains, camarades acteurs aussi ? Ce sont des gens qui sont des formations ? Ce sont tous des professionnels qui, effectivement, associent à la fois une expérience d'artiste, plus une expérience qui vivent de ce métier et qui sont ou danseurs, ou chanteurs, ou acteurs, ou réalisateurs, et qui aiment la transmission et qui ont un goût pour la pédagogie. Mais du coup, vos élèves doivent savoir tout faire, ou en tout cas doivent mettre les pieds dedans, c'est-à-dire à la fois dans la danse, à la fois dans le théâtre, dans l'expression corporelle, ou est-ce qu'ils après se spécialisent petit à petit ? Ils peuvent faire les deux. Ils peuvent, ou les 3 ou les 4, ils peuvent effectivement choisir une des disciplines et vraiment avoir envie de se perfectionner dans le théâtre, ou dans le stand-up, ou dans la danse. Et nous, on aime bien un enseignement qui est inspiré du modèle américain, qui est justement de ne pas cloisonner les disciplines. Et donc, on leur propose d'associer, par exemple, le théâtre et le hip-hop. Et c'est hyper intéressant parce que justement, quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est quand on fait du théâtre, d'être à l'aise avec son corps et ça s'acquiert de façon ludique par la danse. Et quand on fait de la danse, c'est important aussi d'interpréter ce qu'on danse, d'acquérir une technique évidemment et aussi de transcender cette danse par l'interprétation. Donc les cours, c'est un peu à la carte, c'est qu'on choisit ou c'est vous qui dites non, je pense que ce serait bien que tu
Oui, on dans oriente. ce sens-là. On écoute on écoute les envies et les besoins, et ensuite on oriente en proposant justement une ou l'autre discipline qui conviendra mieux à l'élève. Et parmi les petites perles que vous avez rencontrées, que vous avez connues, est-ce qu'il y en a qu'on connaît? Est-ce que vous avez fait émerger les talents? J'imagine, il y en a un qu'on connaît bien qui s'appelle Kev Adams. Ah oui, effectivement. On le connaît très bien. Ouais. Fabuleux. Vous l'avez vu tout de suite? Vous avez repéré dès le départ? Oui. Il avait quel âge quand il est arrivé Quand il est arrivé, il avait 12 ans, 12-13 ans, et il a continué jusqu'à ses 18 ans. 12-13 ans, on le connaît par cœur pour le stand-up, Kev, mais 12-13 ans, il avait déjà ses prédispositions pour ça? Il rêvait d'avoir... En fait, il rêvait d'être sur la scène, il rêvait d'avoir une très belle carrière, il rêvait de rencontrer Gad Elmaleh. Et c'était incroyable. Et donc, son spectacle qui s'appelle « Tout est possible », moi, je l'entends encore me dire un jour, je le rencontrerai. Et voilà, je pense que c'est un joli exemple sur le fait que tout est possible. Ouais, tout est possible, et puis en plus avec des super valeurs, Kev. C'est vraiment, avec des très jolies valeurs. Un bien sympathique, sûr. un gentil, et puis c'est vraiment une tête d'affiche, enfin en tout cas une figure admirable pour tous les jeunes justement qui veulent se lancer dans le stand-up et dans les figures. Quand vous accompagnez comme ça des plus petits ou des gens comme Kev Adams que vous repérez à 12 ans, il y a peut-être un sentiment de frustration qui peut s'instaurer quand ils partent après sur scène. Est-ce que vous les accompagnez après? Est-ce que vous devenez leur agent potentiellement? Alors, il y a quelques années, j'ai effectivement créé une agence de casting pour le cinéma. Parce que justement, je trouvais que c'était intéressant d'avoir à la fois la confiance des parents et la confiance des jeunes qui étaient dans notre école et qui avaient envie de toucher du doigt un peu le milieu professionnel. Et cette école, c'est aussi effective. Elle est là pour répondre à tous les besoins et à toutes les envies. Et entre autres, celle de devenir artiste. Et du coup, de pouvoir les accompagner juridiquement, de pouvoir les accompagner artistiquement. Et en fait, au départ... Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des directeurs de casting, notamment une qui est très connue, qui a sorti Sophie Marceau, et qui s'appelle Françoise Ménidret. Rendons-lui hommage. Et qui un jour m'a appelée en me disant tiens, voilà, on cherche une jeune fille. Et au départ, c'était que par le biais de mon école. Et ensuite, le nom a circulé, qu'effectivement, il y avait des enfants qui étaient intéressants chez nous. Et j'ai eu effectivement l'opportunité de créer une agence de casting pour les accompagner comme ça pendant longtemps. Et ça aussi, ça vous plaît, finalement, oui, j'adore. Être constamment ensemble. Vous donnez aussi des cours d'éloquence. Oui. Donc, vous le disiez tout à l'heure, pour les plus âgés ou pour d'autres qui n'ont pas, effectivement, c'est pas le métier d'être acteur ou de devenir, en tout cas, artiste sur scène. Mais est-ce que vous préparez aussi, tout simplement, les élèves, puisqu'on est ici sur le Grand JT de l'Éducation, sur Scoop TV, au fameux grand oral? Bien sûr, bien sûr. Effectivement, depuis 2 ans, on a mis en place ce cours d'éloquence pour aujourd'hui pour les secondes, premières, terminales, pour les amener à s'y préparer, à gérer leurs émotions, à gérer le travail de la voix, le souffle, la respiration. Tout ça, c'est hyper important. Alors justement, ça doit être très différent comme apprentissage et comme exercice, parce que j'imagine que vous n'êtes pas du tout confrontés aux mêmes méthodes, à la même réception. Ça doit être un peu étonnant pour eux, non ? Alors, c'est différent dans le sens où les mots ne sont pas les mêmes, puisqu'ils ne sont pas au service d'un rôle. En revanche, ils sont au service d'un texte, finalement, comme au théâtre. Et donc, ils vont défendre quelque chose, et c'est qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir, enfin, de mettre derrière leur texte. Et en fait, ça se retrouve dans le travail du jeu de l'acteur. Il y a certains élèves qui ne sont pas forcément très bons à l'école, mais qui, grâce au théâtre, justement aux exercices que vous faites ensemble, permettent de peut-être s'accomplir davantage, ou de s'épanouir, ou de se sentir plus à l'aise avec certaines matières. Oui, de gagner en confiance, ça c'est sûr. De travailler sur leur faculté à s'exprimer. Évidemment que ça les aide de travailler en groupe. Finalement, parfois, ces élèves-là, ils sont un peu singuliers. Et justement, dans une école artistique, c'est cette singularité qui est intéressante. Il y a ce qui s'apprend. On parlait de Kev Adams tout à l'heure. Il y a aussi des personnes qui ont des prédispositions à ça. Est-ce qu'on peut tout arriver avec du travail? Est-ce qu'on peut arriver à tout avec du travail? Ou est-ce qu'il y a voilà, ou est-ce qu'évidemment on n'est pas tous égaux en la matière? Ah, moi je pense qu'avec du travail on arrive à beaucoup de choses. À beaucoup de choses? Oui, à tout, probablement. Vous croyez que j'ai une chance de devenir Sophie Marceau un jour? Si vous voulez. Je plaisante évidemment. Non, mais ma question aussi, c'est de savoir si est-ce que les écoles, les formations, il y en a beaucoup, évidemment, toujours.
plus ou moins bonnes, plus ou moins sympathiques, plus ou moins faciles d'accès. Est-ce que vous pensez qu'à l'école, en tout cas, et dans le cadre de l'éducation nationale, on éduque suffisamment les enfants à l'art ? Je pense que pas assez encore aujourd'hui et que on y vient petit à petit. Il y a je pense, nous, on est en train de monter une formation sur justement la confiance par les techniques artistiques et comment est-ce que la culture, l'art peut justement contribuer à faire grandir et à construire et à épanouir l'élève. Et on a rencontré plein de chefs d'établissement qui sont très partants sur le projet. Maintenant, il faut des financements. Et alors, comment vous êtes accueillis justement avec votre projet ? On vous parle de financement possible ? Bien sûr, on nous parle de financement possible. Après, je pense que c'est encore un peu poussif. Quand on dit on, c'est qui ? C'est le ministère de l'Éducation ? Il faut qu'on aille le voir. Ah, très bien. C'est l'occasion ou jamais. On va l'organiser. On va organiser une séance ici au Grand JT de l'Éducation. Voilà, les contrats sont là. Non, mais vous leur avez parlé ? Bien sûr, oui. Ouais. Bien sûr, et les proviseurs, les chefs d'établissement, ils sont hyper pour. Et ils ont conscience que c'est un manque et qu'ils ont vraiment envie de pousser. Parce qu'il y a à la fois le fond et la forme. J'entends le fond, c'est-à-dire les textes, évidemment, l'aspect culturel, en fait, du théâtre, des textes de manière générale et des auteurs. Et puis, il y a la forme dont vous parliez très justement, qui est à savoir libérer effectivement les émotions, se sentir à l'aise face à un public. Tout ça, pour des matières comme l'histoire-géographie, par exemple, ou la philosophie, d'autant plus, cela pourrait contribuer, vous pensez, vos cours, à aider les élèves à se sentir plus à l'aise, à mieux comprendre les textes, à mieux comprendre les textes, bien sûr, ça c'est sûr, par rapport aux apprentissages, évidemment. Plus on est en confiance, plus on est concentré et moins on perd de temps, justement, dans l'apprentissage, dans la mémorisation. Et voilà, l'environnement aussi, l'environnement favorable, il est hyper important. Et c'est vrai que dans des projets dans lesquels on va pouvoir les associer ensemble dans une classe, il va y avoir quelque chose qui va être libérateur et qui va permettre peut-être à ceux qui ont un peu plus de mal de montrer que dans d'autres choses, ils ont leur place. Et du coup, je pense que ça peut amener un regard un peu différent aussi sur les uns et sur les autres. Et travailler avec des écoles privées, peut-être, c'est quelque chose qui est plus facile pour vous, peut-être que... À Neuilly-sur-Seine, j'espère, parce que ça va être compliqué sinon. Oui, bien sûr. Oui, on a rencontré des établissements publics, des établissements privés. Et ils ont quand même tous le même entrain et la même envie et la même conscience que effectivement aujourd'hui c'est important. On sait que la problématique de budget n'est pas la même dans le privé que dans le public, forcément. Oui, bien sûr. Et puis il y a aussi une problématique de temps. C'est-à-dire que c'est aussi peut-être réinventer un petit peu le temps. Là, nous, depuis le confinement, on a une collaboration avec le lycée espagnol, par exemple, qui a remis en place toute une infrastructure en termes de planning, puisque les cantines étaient compliquées, etc. Du coup, les enfants sortent plus tôt et sortent à 14h. Et on peut mettre 2 heures de cours de théâtre de 14h30 à 16h30 sans que ça empiète sur leur apprentissage, etc. Et c'est génial. Comment ont réagi les enfants à cette annonce ? Extrêmement bien. Forcément. Et les parents ? Bien sûr, très bien aussi. Les parents sont toujours d'accord, en fait, pour ça ? Comment réagissent-ils quand on parle d'atelier de théâtre ou d'expression corporelle ? Très bien. En général, c'est eux, d'ailleurs, qui viennent dans un premier temps, qui nous appellent et qui nous disent, voilà, j'ai un enfant qui aimerait faire des cours, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ? Donc, ça vient d'eux. Et nous, on a vraiment besoin de la confiance des parents pour emmener l'élève le plus loin possible. L'élève est d'accord, les parents sont d'accord, vous êtes là, oui. Les formateurs sont là. Maintenant, qui manque ? Les acteurs, les figures emblématiques. Est-ce qu'ils viennent chez vous ? Vous avez des masterclass qui sont organisées avec des acteurs qu'on apprécie, qu'on connaît ? Oui, on a des masterclass, bien sûr. Alors, on a organisé... Alors, il n'est pas venu, mais on est venu chez lui. Enfin, quoi que je dise ça. Chez lui, carrément. On est venu chez Kev dernièrement, il y a quelques mois, au Fridge. Quand je dis chez lui, c'est au Fridge. En fait, ça c'est une petite parenthèse parce que le confinement n'a pas forcément été facile et que nous, au premier confinement, on a été obligé de fermer notre structure, mais on a continué. Et on a lancé un grand concours sur toute la France, qui a été relayé justement par les réseaux sociaux, par la radio, etc. Et en fait, ce grand concours, il était parrainé par Kev. Et
quand on avait entre 12 et 18 ans et qu'on avait un talent de danseur, de chanteur, de musicien, d'humoriste, on avait 5 minutes pour nous envoyer une vidéo. Et en fait, on a reçu beaucoup de candidatures. Oui. On en a choisi 12. Et ces 12 ont eu la chance, en juin dernier, de venir jouer devant Kev et devant l'équipe du Fridge. C'est un comédie club, le Fridge, hein, pour ceux qui ne savent pas. Oui. Et donc, on a un peu ouvert aussi les portes à une autre discipline qui était la danse et le chant aussi au Fridge, et à l'humour, évidemment. Et donc, ces 12 jeunes ont pu être en contact avec Kev, justement, qui, lors de ce moment assez exceptionnel, a pu leur prodiguer des conseils. Ça, c'est top. Ça a été filmé ? Ça a été filmé. On peut retrouver ça sur les réseaux ? Oui. Ah, génial. Donc, on peut être associé peut-être justement aux nouvelles futures stars d'affiches et des théâtres. Évidemment. Où est-ce qu'on peut retrouver justement vous avez le lien ? Alors, on peut le trouver. On a eu un très joli reportage sur M6 qui est venu. Et puis, on peut retrouver sur notre compte Instagram Alors, c'est quoi votre Instagram ? Dites-le. Atelier L'Arlequin. Atelier L'Arlequin. Oui, Atelier L'Arlequin. Ok, exactement. Parfait. Et un site internet aussi peut-être ? Oui, c'est www.atelierlarlequin.com. Ok, écoutez, merci beaucoup Bérénice Barré. Merci beaucoup. Moi, prochain cours de hip-hop, je suis là. Mickaël Dorian aussi, avec tout les leggings qui va bien, la casquette, le machin. J'ai hâte. Hein. Ah ouais, je serai au top. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et longue vie à Atelier L'Arlequin. Toutes les semaines, dans votre JT l'éducation, on remonte le temps grâce à Loïc Landreau. Cette semaine, il nous raconte, qui a inventé l'école. Et vous allez voir que c'est pas du tout celui auquel vous croyez. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Je ne vous apprends rien, ce n'est pas Charlemagne. Et non, et arrêtons s'il vous plaît, une bonne fois pour toutes de fustiger cette pauvre France Gall. D'abord, elle a toujours dit qu'elle aimait pas cette chanson, et en plus, c'est pas elle, c'est son père qui en a écrit les paroles, et manifestement, il n'était pas super calé en histoire de France. C'est un peu comme les rois mages en Galilée. Ils n'étaient pas du tout en Galilée, mais en Judée. Voilà, il y a le showbiz et la réalité. Bref, ceci étant posé, les historiens s'accordent à dire que l'idée même de transmission du savoir dans des lieux dédiés à l'instruction est apparue en même temps que l'écriture. On en trouve les premières traces en Mésopotamie et en Égypte entre 3000 et 2200 avant Jésus-Christ pour les garçons, et que les garçons, des classes aisées et intellectuelles. Les professeurs sont les prêtres et les scribes qui enseignent la recopie des symboles et des signes de l'écriture, le calcul, les sciences élémentaires, l'astronomie et les arts, entre autres. Bien plus tard, au 5e siècle avant notre ère, la Grèce développe son propre système éducatif sous la houlette de Platon, puis de son disciple Aristote, là encore pour les familles les plus riches. Apparaissent alors les académies, à partir de 7 ans, et les lycées, où le programme est pensé pour former des hommes capables de diriger la cité et d'être de bons soldats, donc intelligents, cultivés et affûtés physiquement à la fois. Surtout que la raclette et la fondue n'existaient pas encore, c'était un petit peu plus facile. Parmi les peuples celtes et en Gaule, ce sont les druides qui sont chargés de l'enseignement. Et à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ, les Romains structurent et déploient massivement les premières écoles gratuites et mixtes. Oui, vous avez bien entendu, mixtes, du moins entre 7 et 11-12 ans environ, parce qu'à partir de cet âge, les filles devaient rejoindre le foyer, là où les garçons les plus riches continuaient vers un cycle secondaire qui, lui, était payant. Et puis vient l'an 313 de notre ère, qui est une date fondamentale. L'édit de Milan, je suis sûr que ça vous parle. Il y a aussi l'édit Diana et l'édit Mitchell, mais ça c'est autre chose. En 313 donc, l'empereur romain Constantin instaure la liberté de culte et permet aux chrétiens de vivre leur foi sans crainte de persécution. Le christianisme se développe alors de façon fulgurante et c'est l'Église naissante qui va reprendre le flambeau quant à l'organisation et la structuration de l'enseignement depuis les premiers monastères, les églises et les abbayes, puisqu'à l'époque, ce sont les prêtres et les moines qui sont les plus instruits. Le temps passe et on en arrive donc, ça y est, à notre ami Charlemagne, couronné empereur romain d'Occident le 25 décembre de l'an 800. Et il est temps, c'est vrai, de le réhabiliter, messieurs, dames, parce que même s'il n'a effectivement pas inventé l'école, il l'a carrément développée et institutionnalisée aux 4 coins de l'Empire, qui partait de notre Aquitaine jusqu'au nord-est de l'actuelle Allemagne, en passant par ce qui est aujourd'hui la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, un petit bout de la Croatie et une partie de l'Italie. Et ça commence d'ailleurs dès l'année 789, alors qu'il n'est
que roi des Francs avec l'admonitio generalis, qui n'est pas du tout une formule magique dans Harry Potter. Ça pourrait, mais non. Il s'agit en fait d'une ordonnance qui promulgue, entre autres, la nécessité d'ouvrir des écoles gratuites pour tous les enfants, sans distinction, pour leur apprendre à lire, à écrire, à chanter, à compter, dans le but de veiller à ce que les livres de psaumes, les livres de musique, d'arithmétique et de grammaire soient parfaitement rédigés, recopiés et diffusés. Mais Charlemagne reprend en fait un mouvement amorcé 17 ans plus tôt par son cousin Tassillon III de Bavière, qui avait déjà demandé aux évêques d'installer des écoles dans toutes leurs églises. Sauf que Charlemagne, lui, il en fait une loi, si on peut dire, pour unifier un empire où se côtoient différentes langues et différents cultes païens. Il sait que l'unification passe par une langue commune, une foi commune, et que ça passe donc par l'alphabétisation. Mais il a aussi un objectif administratif, parce qu'en fait, gérer un empire aussi étendu, ça demande de s'appuyer sur des hommes de confiance dans chaque région, pour lire les directives venues du pouvoir central, les recopier, les faire correctement appliquer, et puis rédiger des rapports sur la situation locale. Et c'est une mission confiée aux hommes d'église, qui doivent ainsi parfaitement savoir lire et écrire. Et voici de quelle manière, petit à petit, les écoles se sont multipliées dans les villes et les villages sous l'impulsion de Charlemagne et de sa volonté d'unifier son empire et d'évangéliser ses habitants. Quant à la suite de l'incroyable et passionnante histoire de l'éducation en France, ce sera la semaine prochaine. À très vite, ciao. Merci Loïc, et à la semaine prochaine. C'est l'heure de Souvenirs d'écoliers avec Malika Ménard qui nous présente son invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Toutes les semaines, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Joyce Jonathan. Bonjour Joyce. Bonjour Malika. Alors vous êtes auteure, compositrice, interprète. Ça en fait des particules. Vous avez déjà presque 15 ans de carrière puisque vous avez débuté en 2008. Oui, c'est ça. Enfin, mon premier album est sorti en 2010, donc ça fait plutôt 12 ans. Moi, je m'en souviens bien parce que c'est l'année où j'étais Miss France. Ah oui? Ouais, c'est une année que je ne peux pas oublier et je me rappelle de tout. Parce que les musiques, ça va avec des époques. Moments, oui. C'est vrai. Vous sortez un nouvel album le 11 mars prochain qui s'intitulera Les Petites Jolies Choses. Exactement. Les Petites Jolies Choses. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est un album qui sera en 2 parties. Il y a une partie qui est folk-pop, qui ressemble à toutes les chansons que j'ai pu faire jusqu'à présent, dans la veine de Ça ira ou je ne sais pas. Et il y a une partie qui est la phase B. Donc, en fait, il y a 2 albums. Ce sont des chansons plus jazz en collaboration avec Ibrahim Malouf. Donc il y a 6 chansons et en même temps il n'y a pas vraiment de différence de son entre ces 2 albums parce que tout est très organique, c'est des sons très acoustiques et voilà. On va découvrir une nouvelle Joyce quand même. C'est dans la continuité, je pense que c'est une évolution, mais voilà, c'est ça. Et c'est des thèmes qui sont importants, qui sont un peu le retour à la réalité parce qu'on se perd un peu dans l'image qu'on peut donner de soi-même sur les réseaux sociaux, dans l'image publique qu'on peut avoir. Et c'est justement une façon de se dire que l'image la plus importante, c'est l'image qu'on a dans son intimité. Voilà, et les petites jolies choses, c'est ça, c'est notre intimité. Bon, on fait un petit stop avec le futur. On revient dans le passé, si vous êtes d'accord, pour se remémorer justement les souvenirs d'écoliers. Alors, quel type d'élève étiez-vous ? Alors, j'aimais pas l'école et j'étais un peu rebelle quand j'étais en primaire. J'appelais ma maîtresse Poulette, par exemple. Ah oui, ça, je l'ai lu. Et pourquoi donc? Parce que, je sais pas... Vous aviez entendu Poulette, ouf. Non, mais au supermarché. Non, mais je sais pas, ça me saoulait d'aller à l'école. Mais j'ai 2 grandes sœurs qui ont jamais été spécialement rebelles, mais qui aiment bien être un peu rentre-dedans. Et peut-être que c'était des mots que j'entendais à la maison. Et genre, allez, les grandes sœurs, elles étaient déjà rebelles aussi? Pas trop rebelles, mais bon, elles ont 4 et 5 ans de plus que moi, donc dire Poulette à 9-10 ans, ça passe mieux qu'à 5. Et la maîtresse le prenait comment? Elle le prenait mal. J'avais beaucoup de mots dans mon carnet de correspondance que je ne voulais pas montrer à mes parents. Donc vraiment, l'école, c'était pas mon refuge du tout. Je détestais y aller, je me sentais pas bien. En plus, ma mère me mettait toujours un espèce de petit collant avec des cerises dessus où je me sentais toute mal dans ma peau. Et c'est mignon. Non,
Il n'était pas joli ce collant et il me serrait trop. Mais bon, bref, peu importe. En tout cas, et en plus de tout ça, je voulais être un garçon quand j'étais petite. Ça, j'ai lu aussi. Vous y appelez Michael. Exactement. Donc j'allais à l'école et je switchais. J'étais Joyce à la maison et j'arrivais. J'appelais Poulette ma maîtresse et j'étais Michael. Donc j'étais un peu bipolaire, enfin schizophrène, quoi. Sacré enfant, c'était animé, quoi. C'était très animé. Donc ça a duré 2-3 ans. Mais en plus, Michael avec les collants cerises. Ouais, ça passait pas. Mais non, mais en fait, comme mon prénom c'est Joyce et que c'est pas un prénom hyper commun, non, malgré tout, mes copains de classe me disaient mais on comprend pas. Donc ton prénom c'est Joyce ou Michael? Mais t'es une fille ou un garçon? Et en plus, moi je voulais pas aller dans les vestiaires des filles, donc je me cachais un peu. C'était vraiment, c'était pas une petite phase, c'était vraiment un personnage. C'était une grosse phase. Et pourquoi? Alors, j'ai mis du temps, moi, à comprendre la dimension psychologique de tout ça. En fait, j'avais entendu que ma mère voulait, comme 3e enfant, un garçon. Et j'ai déjà les 2 grandes sœurs. Voilà, 2 grandes sœurs. C'était son 3e enfant, le dernier. Elle m'a eu à 40 ans. Donc, c'était un peu, bon, allez, en 3e, on a envie d'un garçon. et je l'ai senti, je l'ai compris. Et pour lui faire plaisir, je me suis transformée en garçon. Oui, mais si quand vous rentriez à la maison, vous étiez Joyce? J'avais les cheveux courts quand même. Je m'étais fait couper les cheveux à la garçonne, je m'habillais comme un garçon. Mon meilleur ami s'appelait Christian, c'était mon poteau. et puis ma mère, elle travaillait beaucoup, donc elle saisissait pas trop le fait que je puisse m'appeler Michael à l'école. Et puis un jour, elle m'a prise sur elle m'a dit « Mais Joyce, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Pourquoi tu joues au garçon? Tu sais, moi j'adore que tu sois une fille. J'aurais adoré avoir un garçon, mais quand t'es arrivée dans ma vie, j'ai tout de suite été amoureuse de toi. Tu es ma fille, tout ça. » Elle avait tout compris. Elle avait tout compris, donc je pense que tout ça a été agrémenté de larmes. Et à partir de ce moment-là, je suis allée chercher des barrettes et je lui ai dit « Alors mets-moi en fille !» C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Joy Jonathan pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Et les travaux de Pierre Bourdieu, 20 ans après sa disparition, demeurent extrêmement souvent cités sur la question de l'égalité des chances à l'école. Oui, les élèves vont comprendre comment s'articulent les inégalités sociales. Ils vont apprendre la notion de reproduction sociale, phénomène sociologique qui conduit à la transmission des positions sociales, des façons d'agir ou de penser d'une génération à une autre. Par exemple, les statistiques montrent qu'un fils d'ouvrier a davantage de chances de devenir ouvrier que de quitter sa classe sociale et qu'à l'inverse, un fils de cadre a plutôt tendance à devenir cadre que de changer de classe sociale. Très sincèrement, aujourd'hui, il y a plusieurs points. Alors, on parlait des difficultés concernant l'apprentissage, et ça, c'est un point effectivement important. Le deuxième point, c'est que nous, on est né de l'urgence à considérer les enfants dans le cadre de la crise Covid-19 parce qu'ils ont été clairement les grands oubliés. On leur a demandé, on a porté une culpabilité importante sur eux en leur disant dès le départ qu'ils allaient tuer papy-mamie. On ne s'est pas soucié des conséquences que ce discours allait avoir sur eux. On a instauré une peur dans les écoles, que ce soit au niveau des enseignants ou au niveau des enfants eux-mêmes. Et finalement, ils ont un grand sentiment de culpabilité aujourd'hui. Et en plus de ça, on leur a donné des valeurs qu'on n'a pas à leur donner à leur âge. C'est-à-dire qu'on a fait introduire dans l'école des valeurs qui sont des valeurs qu'on ne transmet pas aux enfants. Donc la discrimination, la délation, parce que les enfants, effectivement, se dénoncent entre eux parce que le copain porte mal le masque. Des menaces très concrètes qui ciblent les États, les entreprises ou les particuliers, des enjeux de souveraineté numérique et de défense militaire, mais aussi un secteur où la course au talent s'accélère. Quand on parle de cybersécurité, messieurs, on parle de quoi exactement? Yann Bonnet, vous êtes directeur général adjoint du campus cyber qui vient juste d'ouvrir aux portes de Paris. Comment est-ce qu'on explique déjà la cyber de façon simple ? Déjà, c'est une histoire de confiance. On a notre société qui est en train de se numériser, qui à la fois, cette transformation numérique, c'est à la fois un remède et un poison pour notre société. On s'éduque via le numérique, on se soigne, on se transporte avec les voitures de plus en plus numérisées. Et puis en même temps, comme toute technologie, ça peut être utilisé à mauvais escient et il peut y avoir des attaques, il peut y avoir des problématiques de manipulation d'informations, d'attaque des réseaux. Et donc effectivement, il y a toute
toute une éducation et c'est hyper important d'avoir les bonnes compétences, de sensibiliser tout le monde sur ce sujet de la cybersécurité. Le Graal, finalement, vous le citiez dès le primaire, quand vous les aidez à s'organiser, pour anticiper, pour s'organiser. Au fond, ce n'est pas de leur apprendre des choses, c'est de leur apprendre à apprendre. Tout à fait, tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, le tuteur, c'est un facilitateur. Et c'est pas lui qui travaille, c'est toujours l'élève qui travaille. Et c'est toujours l'enjeu et la difficulté de leur action. Par rapport à ça, nous, on a mis en place un certain nombre de systèmes, notamment pour aider les élèves à se motiver. On s'appuie sur... Par exemple, en fait, nous, on s'appuie tout simplement sur les choses qui existent. Je pourrais citer par exemple la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow qui... Des besoins essentiels. Exactement. Et on retrouve en fait finalement les mêmes logiques avec les élèves. C'est-à-dire que pour que l'élève puisse bien travailler, il faut que ces éléments essentiels à la base de la pyramide de Maslow soient pourvu, qu'on lui ait donné exactement. Ça. Donc vous faites un goûter par exemple au début? Alors non, on ne fait pas un goûter. Alors, parce que c'est à la base de la pyramide de Maslow quand même, il faut... Alors les élèves peuvent... Vous avez déjà essayé de faire ses devoirs à Amal Laoui sans lui donner un petit truc à grignoter avant, mais vous êtes tout à fait. Après les élèves prennent leur goûter dans la cour de récréation, mais on veut éviter que les élèves salissent les classes. Il y a deux choses, il y a le port du masque des enfants et le port du masque des enseignants. Le port du masque des enseignants, ça fera bientôt 2 ans. Donc tous les enfants qui sont en difficulté pour accéder à la langue française, qui sont de familles non francophones, on sait depuis des années, on le sait dans mes études il y a 40 ans, on en parlait déjà, ça a été confirmé, la perception de la parole est multisensorielle et ne se limite pas, même sur le plan de l'articulation, ne se limite pas à la perception auditive. En plus, pour percevoir, on le voit bien nous-mêmes en tant qu'adultes, on se retrouve, quand on est dans le bruit, à moins bien percevoir parce qu'il y a le masque. On n'arrive pas à avoir la suppléance par ce qui est visuel et on fait des erreurs. Mais nous, on connaît les mots, on connaît la syntaxe. Bien sûr. Donc tous les enfants qui n'ont pas construit complètement leur syntaxe, leur vocabulaire, alors je ne sais pas si on parle maintenant du langage écrit, sont en difficulté pour accéder à la langue orale et à la langue écrite. C'est-à-dire qu'il y a un impact sur le langage, sur la lecture, mais aussi sur la construction des émotions, et il y a tout ça? Alors, les émotions, bien sûr, c'est pas tant la construction que la lecture des émotions. D'accord. Mais en effet, on se sert pour comprendre, et l'enfant tout jeune, alors là, si on prend les enfants de maternelle, se sert énormément du contexte et obligatoirement de ce qu'il voit dans l'émotion de son professeur, de l'intervenant qui est avec lui. Et les enfants entre eux aussi se servent énormément de tout ce qui se passe sur le plan visuel de l'émotion. Donc, ça perturbe la compréhension du langage, aussi bien sur tous les plans en fait. Oui, l'objectif général du programme d'éducation préscolaire est de permettre à l'enfant de développer des compétences d'ordre psychomoteur, affectif, social, cognitif et méthodologique relatives à la connaissance de soi, à la vie en société et à la communication. Fin de citation. Fin de citation. Ici, on développe le sens de l'imagination. Avec cet exercice, on amène les élèves à structurer leur récit et à se mettre d'accord sur une histoire commune à laquelle chacun a contribué. Donc, dans ce type d'exercice où les élèves participent à la création d'une histoire qui sera lue par l'enseignante, on met aussi en avant la lecture puisque l'Éducation nationale rappelle que, je cite, l'école a pour mission de permettre à tous les enfants de maîtriser la lecture et aussi de développer leur intérêt pour les livres et leur plaisir à lire. Le ministère de l'Éducation nationale entend soutenir, promouvoir et étendre les initiatives destinées à susciter le goût de la lecture. FBI qui a d'ailleurs, le patron d'ailleurs du FBI qui en juin dernier allait jusqu'à comparer ces fameuses attaques par rançongiciel où on vous demande justement de donner de l'argent en contrepartie de l'arrêt d'une attaque ou d'une menace sur votre système de sécurité. Il comparait donc ces rançongiciels aux attaques du 11 septembre. On en est là, Mathis et Gaël. La cybersécurité, les cybermenaces aujourd'hui, c'est équivalent à du terrorisme de masse? Alors, je ne sais pas si je qualifierais ça de terrorisme parce qu'il y a quand même moins de vies humaines en jeu généralement, même si ça peut arriver, notamment des attaques sur les hôpitaux. Mais l'impact aussi que peut avoir la cybersécurité, c'est qu'en fait, tout Internet, c'est un énorme réseau connexe où il y a énormément d'appareils qui sont branchés dessus, etc. Donc,
en une attaque, on peut affecter facilement en quelques minutes des milliers, des centaines de milliers d'appareils et de personnes qui vont aller derrière. Donc l'échelle de ces attaques va être grandement amplifiée du fait que Internet est un réseau où tout le monde et tout est connecté maintenant. C'est la fin de cette édition, Mickaël. On se retrouve demain. Très bien. Vous serez là, promis? Ah, mais je serai là, promis. Et puis, j'ai hâte de vous voir dans les cours de hip-hop. J'attends ça avec impatience. Alors, je ne sais pas si je vais le faire cette nuit. Faut voir. Mais promis, je vais m'y mettre. Merci beaucoup à Emma Guessel à la rédaction en chef. Merci à Hector Scorsese Imblo à la réalisation. Scorsese, notez bien. Saïd Mamou au son. Colline Hamel au maquillage. Merci à toute l'équipe de School TV. Et à demain.